Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Entre deux news sur Reflet TV. Ce soir, 3 temps forts à disséquer avec nos invités. Marc Ouattara, cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, face à ses convictions et à son passé de soroïste. Et puis dans la deuxième partie, le départ de Maurice Kakou-Guikaoué, bien sûr, en tant que conseiller du président du PDCI RDA, figure historique du parti, relance une question cruciale au sein du premier parti de Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam peut-il encore unifier une maison fragilisée? Et enfin, dans la troisième partie, une triste nouvelle, l'éboulement meurtrier à Tekoubé, 6 morts, plusieurs blessés, une tragédie de trop. C'est la question qu'on se pose. Ce soir, Marc Ouattara, ex-président de l'Union des soroïstes, est sur ce plateau. Bonsoir à vous, M. Ouattara. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. À vous, je dis merci d'avoir l'initiative de m'inviter à cette rencontre. C'est nous. Alors, face à vous ce soir, 3 consultants. Aoumanguel Lakpa, analyste sociopolitique, bonsoir. Bonsoir, Fizik. Bonsoir, Michel Beta, journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Et puis, Lansina Karamoko, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique également. Alors, tout de suite, en place au premier sujet de cette émission. Monsieur Marc Ouattara, première question. Êtes-vous fier d'avoir abandonné et trahi Guillaume Soro? C'est que la question est l'autre. Le mot fier d'avoir trahi, abandonné, trahi, je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas trahi. Vous avez trahi une lutte, vous l'avez abandonné. Mais pourquoi êtes-vous désormais au RHDP donc? Je vais y répondre. La première des choses, pour ceux peut-être qui ne savent pas, l'Union des soroïstes est un ensemble. Dans cet ensemble, il y a 12 sous-ensembles. Il y a l'Union des soroïstes dont je préside la destinée. Il y a le GPS dont Guillaume Soro préside les destinées. Je suis le pilier du soroïsme. Le mot, c'est moi qui l'ai inventé. Il n'était pas encore créé en 2016 quand nous étions un parti politique. C'est moi qui décide de le choisir comme leader. Je ne l'ai pas trahi. Bien au contraire. Je ne crois même pas du tout. Il a une situation dans laquelle nous sommes dans l'immobilité. Nous n'avançons pas. Je pense que quand à un moment on court, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut poser un diagnostic, il faut comprendre. Après cela, savoir où nous sommes. Et après cela, avoir la pensée critique, qui n'est pas d'insulter. La pensée critique, qui est une analyse en profondeur d'une question. C'est cela. Devant cet immobilisme, nous avons une vision. Nous avons eu une vision. La clarté de notre vision, c'est diriger vers l'avenir, de pouvoir construire une Côte d'Ivoire viable et respectable. Voilà où nous sommes partis. Donc, lui, il a préféré partir au PPACI. Est-ce qu'il a trahi? Il m'a trahi. Quand vous posez la question, il a fait une alliance. M'a-t-il trahi? Non. Moi, de mon côté, au niveau de l'UDS, je préside les destinées. Si la majorité des militants estiment que nous devons aller au RHDP, nous partons au RHDP pour construire avec le RHDP, donc ici, l'avenir, donc ici, de la Côte d'Ivoire. Miguel Lakpa. Monsieur Marc Ouattara, bonsoir. Cher frère, bonjour. En rejoignant le RHDP, que pensez-vous de ceux qui estiment que vous avez troqué la fidélité à Guillaume Soro contre un positionnement personnel? Je pense que, de prime abord, je dirais que ceux qui pensent que à un positionnement, je ne dirais pas qu'ils ont tort. Il n'est pas personnel. Je dirais qu'ils ont raison. Ils ont raison, pourquoi? Parce que le positionnement que nous avons, c'était de quitter de l'immobilisme. Vous comprenez bien? De quitter de l'immobilisme, d'avoir la parole utile dans le débat politique. Ce n'est pas une question de positionnement, d'opportunisme personnel. Non, ce n'est pas ça. Voilà. C'est tout simplement de donner la possibilité, donc ici, à tout un chacun de pouvoir donc ici avancer. Et nous avons décidé d'avancer, de bâtir, d'œuvrer et d'aider donc ici à la réconciliation nationale. Ce n'est pas trahi. Bien. Michel Beta, question. Ensuite, Lansina Karamoko. Bon, j'ai écouté notre invité et la première impression que j'ai, c'est que les convictions chez lui sont circonstancielles. Il s'est déterminé comme un homme d'engagement aux côtés de
du président Soro Guillaume. Aujourd'hui, il a des RHDP qu'il critiquait hier, des pratiques qu'il a dénoncées. Je me demande comment il fera aujourd'hui pour faire entendre sa cause. Parce que tu as dénoncé hier quelqu'un dans sa démarche, le président Ouattara. Aujourd'hui, tu deviens son laudateur. Quel crédit tu veux qu'on accorde à tes propos? Mais vous savez, je vais vous dire, l'UDS n'était pas un parti d'opposition. L'UDS était un parti de proposition. Vous pourrez écouter tous mes discours. Jamais je n'ai attaqué le président de la République. Jamais je n'ai prononcé un mot contre lui. J'ai toujours dit que je refusais qu'on ait géré le président de la République, parce quel que soit le président, parce qu'il incarne la nation, que le drapeau s'élève. Mais ce qui n'est pas le cas avec vos militants et sympathisants. Je dis au niveau dur face au président Ouattara. C'est vrai. Je vous dis, nous avons notre vision. Il a sa vision avec le GPS. Le GPS n'est pas l'UDS. C'est ce que je suis en train de vous dire. Au niveau de l'UDS... C'est difficile à comprendre. Non, mais écoutez, bon, peut-être ce sont les sous-ensembles. Je dis... Et comment donc dissocier le soréisme à Guillaume Soro? Non. Quand nous avons créé l'UDS, le parti politique, lui, il était le mouvement. En ce temps, Guillaume Soro n'était pas encore à l'opposition. Il était encore à l'Assemblée nationale. Il était avec le président Alassane Ouattara. Nous avons dit, au regard de ceci, comme nous, le président, nous sommes peut-être en retard, mais celui qui nous pensions pouvoir être après le président étant Guillaume Soro, nous lui avons demandé, président, nous allons devoir porter votre nom. Chose qu'il a acceptée. Nous avons porté de l'union des soristes. Voilà d'où part le soroisme. Le soréisme, qu'est-ce que c'est? Tu comprends, mais le sorisme, c'est une... Au-delà du nom. Quand on parle de fautisme, on sait que c'est des valeurs de paix, de dialogue. Le soréisme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est valeurs? Le sorisme, en fait, c'est une doctrine. La doctrine, c'est le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, voilà, fédérer tout, dialoguer, vivre ensemble, trouver un consensus à tout problème. Voilà le sorisme. Bien. Michel Betta, c'est bon? Votre question a été répondue? Non, pas suffisamment, mais on vient laisser... Bien, puis après revenir. Oui, M. Marc. Oui. Bon, à vous entendre parler, et quand on est observateur quand même de la vie politique en Côte d'Ivoire, vous avez créé l'UDS, donc Union des Soroïstes, pendant que Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Et est-ce à dire, si je comprends bien, qu'à la base, vous étiez, pour la plupart en tout cas, des militants du RHDP? À la base, nous étions des militants du RHDP. Justement. Donc, vous étiez des militants du RHDP et vous avez voulu quand même que Guillaume Soro soit positionné à un moment. Et après, il y a eu ces malentendus. Et puis après, il s'en est allé. Et puis, il ne revient pas. Aujourd'hui, vous revenez dans la maison. Et ça dit que l'emprise de Guillaume Soro sur une certaine population qui se réclamait de lui prend définitivement fin. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas prévoir, mais la chose que je sais, c'est que Guillaume Soro, il est quand même assez démocrate. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être que je suis parti, mais vous savez, dans cet isolement, il a demandé à chacun d'émettre son opinion. D'autres ont donné leur opinion, moi j'ai donné l'opinion de l'UDS. J'ai dit que, étant donné que nous étions là-bas, et que maintenant il est hors du pays, la voie que je trouve, et j'espère qu'il écoutera, la voie que je trouve nécessaire, c'est d'amener ce rapprochement au RHDP. Il le sait, j'ai toujours voulu ce rapprochement au RHDP. C'est-à-dire c'est un retour, enfin. En réalité, c'est un retour. En fait, je retourne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Devant le vide, je propose donc ici à mes militants de pouvoir retourner. Voilà. Comme je le dis, c'est comme c'est ainsi, mon frère. Moi, je ne vois même pas de vide. Parce que, en fait, l'idéologie de Paul Soro, c'est une idéologie de rupture avec le clientélisme et le clanisme prôné par le RHDP. Donc, je pense que Soro reste encore une alternative crédible face à ce que nous a proposé jusqu'ici en 15 ans de pouvoir le RHDP. Donc, votre départ du groupe, de ceux qui le soutiennent,
pose un problème de maturité politique et d'engagement. Parce que l'engagement aussi, c'est ça. L'engagement, c'est une voie idéologique qu'on choisit. Et aujourd'hui, cette voie idéologique est sacrifiée, plus ou moins, pour faire votre promotion. Parce qu'en dehors de vous, à l'UDS, quels sont les cadres qui sont venus avec vous? Non, il y a des cadres. Je suis venu aujourd'hui avec le Vous secrétaire pouvez en général. citer d'autres qui sont bien connus quand même. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cadres, comme je le dis. Mais où vous arrivez, je ne suis pas très d'accord avec vous. Je ne suis pas très d'accord avec vous parce que c'est comme si j'étais affidé. Je ne suis pas affidé, lui. Je ne suis pas affidé à lui. Ma formation politique ne vient pas de lui. Ah non. Ah, ne pensez pas que... Parce que je suis Soro, donc aujourd'hui je fais la politique. Non. Ça, c'est faux. Je ne suis pas fidèle à lui. C'est moi qui décide qu'il soit mon leader. C'est moi qui prends tous les risques. C'est moi qui vais en prison. C'est moi qui reviens. J'ai trahi quoi? Quelle lutte? Qui j'ai trahi, en fait? Est-ce que c'est parce que je décide, donc ici, de choisir, de construire avec la majorité présidentielle? Est-ce ça la trahison? Est-ce ça l'avenir? Je ne crois pas. Donc, je ne crois pas. Si on comprend bien, c'est Guillaume Soro qui a trahi la lutte. Il a ses convictions. Je ne dirais pas ça. Parce que la lutte vient de quoi? Parce qu'initialement, vous étiez ensemble, tous au RHDP. Il était président de l'Assemblée nationale après d'avoir été Premier ministre. Vous avez voulu porter son choix sur lui de façon démocratique quand le président Ouattara peut-être allait partir. Et puis, lui, subitement, il vous laisse tomber. Donc, finalement, qui a trahi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des dissensions entre les présidents. Je n'étais pas là. Oui. Qui a fait qu'il a pris la décision de pouvoir partir. Nous l'avons suivi dans le but qu'il puisse revenir aux affaires. C'est ce qu'on appelle, soi-disant, la lutte. Oui. Tu comprends bien? Donc, de trouver les voies et moyens, parce que la politique montre que lorsque tu es à l'extérieur, Oui. tu perds le maximum de militants. Tout à fait. Tu as beau adresser des messages, ils sont déboussolés. Et moi, dans mon esprit, il faut qu'ils rentrent. Sérieusement, dans mon esprit, jusqu'aujourd'hui, il faut qu'il rentre. Et s'il rentre et qu'il ne rejoint pas le RHDP, que feriez-vous? Vous allez encore quitter le RHDP pour aller vers lui? Non, mais s'il rentre, selon vous, il rentre comment? Selon vous, lui, il rentre comment? Il rentre parce qu'il est ivoirien. Il n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer. Mon cher frère, mais pourquoi est-il toujours à l'extérieur? Oui, mais c'est parce que les conditions de sa sécurité ne sont pas assurées. C'est pourquoi il est retenu encore à l'extérieur. Sinon, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes un soroïste convaincu, parce que je crois que vous êtes convaincu, vous êtes resté avec lui pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, à 5 mois des élections, vous lâchez la veste de Soro pour choisir celle du RDP. Je n'ai pas lâché. Oui, non, quand vous dites lâcher, s'il vous plaît, excusez-moi, premier militant, c'est quand même un peu grave. Je ne lâche rien. Moi, je vais vous poser une question directe. Voilà, je vous écoute. A promis le RHDP en termes de fonction, en termes de soutien? En termes de fonction et de soutien. Mais vous sachez que le RHDP est une machine huilée. Elle est très huilée. Moi, je viens d'arriver, je l'ai constaté. Deuxièmement, pour avoir peut-être un poste, je vous dis, il faut travailler. Il faut implanter. Ah oui. Il faut implanter. Il faut devenir président. De président, il faut devenir secrétaire de section. De secrétaire de section, il faut devenir, comment on appelle ça, il y a un niveau là, départemental. En fonction du nombre de militants, il faut le devenir. Donc, il n'y a pas a priori venir et puis c'est comme ça. Non, il y a d'autres qui sont même venus avant moi. Bien, merci. Quelle est la question? Ma question va concerner votre adhésion. On Oui. a vu l'honorable Tefou Kone revenir au RHDP et quelques mois après, vous revenez. Je voulais savoir, comment s'est fait la démarche? Est-ce que vous avez été approché par ce dernier ou bien par un autre cadre du RHDP? Et puis au-delà des coulisses de votre adhésion, aujourd'hui, quel rôle même pouvez-vous jouer ou bien quel rôle jouez-vous au sein du RHDP? Ça revient un peu sur ce qu'il a dit, parce que vous venez de développer pour dire, laissez-moi finir, vous venez de développer pour dire qu'on doit gravir les échelons. Oui, mais à l'UDS, vous n'étiez pas n'importe qui. Donc quand aujourd'hui, vous venez au RHDP, vous n'allez pas nous dire que c'est pour venir être un simple militant. D'abord, la première... Donc, votre position aujourd'hui au RHDP, et puis premièrement, comment s'est fait votre adhésion? D'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas de prime abord que je devais devenir au RHDP.
Non. Je n'avais pas au départ pensé. Et 3 jours avant tout ça, je reçois un appel de Paris qui dit qu'à Paris, on dit Mac a trahi. Qu'il est parti au RHDP. Parce que cette affaire de trahison au RHDP, c'est pas aujourd'hui. Quand on connaît d'où tu viens, moi je sors de prison, je vais voir KKBP, nous réconciliation ou autre, on dit que Mac a trahi. J'ai dit au président, je ne continue plus. Il m'a demandé pardon, je dis, je ne fais plus. Guillaume Soro? Bien sûr. Mais j'ai la dignité en moi quand même, quand tu me regardes. Je ne suis pas un enfant. Je le dis bien. Donc, j'entends que, depuis des années, il est traite. Il est parti au reste. Peut-être que je m'appelle Ouattara, peut-être c'est mon nom. Bon, je prends son accord. Et puis, je pars au village. Et puis, au village, devant mes parents, les jeunes viennent et disent, ouais, on vient de dire que tu as trahi, que Chris Api dit tant. Je dis, ah bon, je prends acte. Mes frères et mes soeurs qui sont aux États-Unis, partout m'appellent. Ma mère est en larmes, elle m'appelle. Donc j'écoute, je rentre sur Abidjan. Soro, ils viennent, etc. Je dis, et je répète, mon nom est apparti partout. Parce que si mes soeurs qui enseignent là-bas, etc., on m'appelle, on dit qu'on salit notre nom, je leur dis que je ne retourne plus avec eux. Que ce soit clair, net et précis. Vous êtes parti par frustration? Tu comprends bien? Non pas par frustration, mais je ne peux pas accepter cela. Parce que s'ils parlent, c'est que eux et le cabinet sont au courant avant qu'ils ne parlent. J'ai été quand même dans la maison. Monsieur Marc, s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous arrivez au RADP, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se battre depuis la base pour atteindre un certain niveau. Bien sûr. Pour avoir les récompenses. C'est le mérite. C'est le mérite. Est-ce que votre détermination est la même pour tous ceux qui viennent avec vous, ou bien c'est vous seul qui êtes déterminé? Est-ce que les autres sont prêts à mouiller le maillot comme vous? Peut-être que le secrétaire général est là. Nous devons prendre le vendredi à tâche avec l'homme des adhésions. Nous sommes quittés en parti politique. Nous avons un bureau politique, des vice-présidents, etc. Et les militants de base. Même chose comme pour vous. On a des présidents de comité de base, on a des sections, etc. Donc, c'est tout cela que nous allons devoir faire partie. Mais seulement la différence avec nous, c'est que pour être président du comité de base, il fallait 10 membres. Chez vous, il en faut 25. Donc, le samedi, j'ai une réunion où tout le monde quittera l'intérieur pour les faire adhérer. Voilà. Pour qu'ils adhèrent, qu'ils deviennent des secrétaires de section, qu'ils deviennent des présidents de comité de base, etc. Et c'est dans cette dynamique on peut évaluer à combien vos militants? Nos militants, on peut... Avant, je pense qu'on pourrait les évaluer à peu près 160 000 et quelques. Bon. 160 000. Oui, mais pendant 2 ans, on était dans l'immobilisme. Alors, que je reste dans cet immobilisme, je ne crois pas. Bien. Donc, est-ce que vous pensez que Guillaume Soro a encore un bel avenir politique en Côte d'Ivoire? Il a un bel avenir, il est encore jeune. Il est encore jeune. Être jeune n'est pas une raison pour avoir il est encore, quand je le dis, bel avenir il est encore, non, bien sûr, mais il est encore jeune. Il décide de par lui-même. Il décide de par lui-même. C'est lui l'avenir. C'est lui, c'est pas Mac Ouattara. Tout vient de lui. C'est lui qui décide de par lui-même. C'est pas Mac Ouattara qui va venir par la sonne. Moi, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Mais la décision lui appartient. Il est dans le temps peut-être de la réflexion, je ne sais pas, mais la décision lui appartient. Bien. Voilà. Michel Betta. Mais souvent, on a entendu l'ex-président, parce que vous n'êtes plus président, vous êtes militant du RADP, c'est ça? Bon militant. Militant de base, c'est ça? Militant de base, oui, je vais me prendre. Okay. Donc, le militant du RADP, on l'a entendu souvent parler d'immobilisme. Et moi, je ne sais pas à quel niveau il se situe l'immobilisme, parce que de tout temps, Soro adresse des messages à ses partisans, il grossit ses rangs avec de nouvelles adhésions. On le voit souvent dans des déclarations. D'autres adhèrent à son mouvement et il est engagé. Il a annoncé même sa candidature à la présidentielle. Peut-être que pour des raisons juridiques, jusqu'ici, il n'est pas encore rentré. Son nom ne figure pas sur la liste, mais il se bat pour ça. Mais l'immobilisme, vous le voyez à quel niveau? Parce que tout ce qu'il doit faire pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire, soit candidat, il continue de le faire. Je ne sais pas à quel moment vous avez vu son immobilisme dans l'arène politique. Je n'ai pas parlé de son immobilisme, j'ai parlé de l'immobilisme de l'UDS. À ne pas confondre. Mais ça, c'est votre rôle d'animer cette
Je dis, ce mouvement. d'accord, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, je ne suis pas venu pour rentrer dans les détails. Okay. Je suis venu parler, non pas de Guillaume Soro, mais je suis venu parler de mon adhésion au RHDP. Et je crois que c'est dessus que nous devons tabler cette histoire. Oui, allez-y rapidement. Justement, pour votre adhésion, au-delà de votre simple adhésion avec quelques militants, on connaît bien la gouvernance du RHDP et ses limites. Qu'est-ce que vous proposez, avec quoi vous venez de façon concrète pour pouvoir améliorer le quotidien des Ivoiriens? Parce que vous étiez à l'UDS, vous aviez aussi critiqué le pouvoir. La gestion et les limites. J'ai fait Donc, des au thème de propositions, gestion, mais pas critiquer. Critiquer, ce n'est pas... J'ai fait des propositions. Vous n'avez jamais critiqué le pouvoir. Moi, Non, les critiquer, ce n'est pas tout négatif. Voilà, ce n'est pas Même négatif. vos propositions sont des Donc, les propositions, et là, puis, tout de suite, même dans les est-ce que propositions, qu'est-ce que certaines voilà. propositions qu'il a mis en place. Oui, pour nos Je vous téléspectateurs, qu'est-ce que vous pouvez, en termes de propositions, qu'est-ce que vous allez proposer? En termes de propositions, la première des choses, c'est d'avoir un dialogue vrai. Le président de la République a ouvert les mains, il a ouvert le dialogue. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester dans des querelles stériles. Il ne faut pas refuser le dialogue. Il ne faut pas le refuser. Moi, nous avons un ancrage populaire. Nous avons des choses à dire, des choses à proposer. Ils ne sont pas quand même fermés, puisque nous sommes à l'intérieur. Il y a des vice-présidents et autres, il y a des choses à dire. Vous savez, pour se réconcilier, il faut se parler. Il ne faut pas rester distant. Il faut pouvoir se parler. Et donc moi, je pense qu'à partir du moment où je suis dedans, l'entente de l'écoute du peuple légitime, j'en parlerai. Vous voyez-vous comme un médiateur entre vous et le président Soro et le président Ouattara? Vous voyez en tant que médiateur? Oui, président Marc, médiateur, non, président Marc, je voudrais pas. savoir, à sa suite, votre dernier échange avec le président Soro date de quand? Notre dernier échange date à peu près d'août à aujourd'hui. D'août 2024 à aujourd'hui. Depuis lors, vous n'avez plus échangé avec lui? Non, je n'ai plus échangé. Et la question des médiations. De Médiation, est-ce que vous... je ne suis pas le médiateur de Guillaume Soro. Êtes-vous prêt à être un médiateur pour permettre son retour au sein du RHDP? Mais si c'est pas, mais ça, si c'est possible, on le fera. Mais il était au RHDP, s'il revient à la maison, mais on applaudira. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager personnellement? Vous êtes prêt à vous engager à cela? Si, au niveau où je suis qu'un simple militant. On est d'accord. Donc, pour pouvoir s'engager, il faut que d'abord que je pense que j'arrive d'abord peut-être à un certain niveau. C'est à partir de l'exécutif que l'on parle. Merci Marc Ouattara d'avoir répondu à toutes nos questions. Je tiens à rappeler que vous êtes l'ancien président de l'Union des Soroïstes, aujourd'hui cadre du RHDP. Oui. On vous attend très prochainement sur ce même plateau. Je remercie toute la table. Bien. J'ai été heureux de faire la connaissance. Voilà, tant bien que d'autres ont voulu me persécuter, d'après eux. Je suis très heureux. Ce n'est pas notre rôle. C'est l'heure de la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par Nzi Bernard Kokora. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national adjoint du RHDP en charge des militants de l'extérieur. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans cette deuxième partie, nous parlerons de Guy Kawe qui démissionne. Quel avenir pour le PDC RDA de Tidiane Thiam? Et quel sens vous donnez à cette démission de Maurice Kakou Guy Kawe en tant que conseiller du président du parti? Alors, c'est le signe donc d'un malaise profond au sein du vieux parti. Parce que quand vous lisez le communiqué donc, qui a été fait par le ministre Guy Kawe, il est profond. Il dit clairement qu'il ne peut pas s'accommoder avec les nouvelles méthodes donc, actuelles de gouvernance donc, du PDCI-RDA. Compte tenu de son parcours, son cursus politique et l'enseignement reçu au PDCI-RDA, les nouvelles méthodes donc, adoptées par le président du parti, il se sent très mal à l'aise. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que l'arrivée même du président de M. Thiam à la tête du PDCI-RDA s'est faite donc sur fond de crise. Vous vous rappellerez que le ministre Dikawe avait déposé sa candidature. Contre toute attente, sa candidature a connu vraiment beaucoup de soubresauts et finalement, il n'a pas compété. Et sur une chaîne concurrente à la vôtre, il disait que ce qui avait été fait pour lui, il considérait cela comme une méchanceté gratuite qui lui avait été faite. Donc la suite ne pouvait pas nous surprendre. Et d'ailleurs, pour tous les observateurs politiques savaient que la nomination de M. Dikawe était purement une stratégie
pour donner un semblant de cohésion au sein du parti, aux yeux donc du monde entier ou des observateurs. Mais en réalité, le mal, il est profond. Et le mal, il est profond parce que tout le monde connaît le parcours de M. Gikawe au sein du PDCI-RDA. Et quand vous regardez l'entourage du président du PDCI-RDA, comme Bion l'a dit, ce n'est que peut-être le mot il est fort, mais en réalité, c'est ce que ça représente. Il y a un petit groupe qui est autour de lui et avec lequel il prend des décisions. Comment comprendre qu'il prend une décision aussi importante en démissionnant, en réorganisant un congrès, donc il s'est tenu le congrès le plus rapide au monde. En 2 jours, on organise un congrès et ses conseillers spéciaux ne sont même pas informés, tels que le ministre Gikawe. Mais c'est même méprisant pour lui. Mais donc, c'est tout à fait normal, vraiment, qu'il rende sa démission. Parce que s'il n'est plus considéré au sein du parti, si sa contribution ne peut pas être admise au sein de l'équipe, mais il vaut mieux partir. Mais cela ne nous surprend pas parce que dès le départ, la crise, elle était profonde. Et d'aucuns ont même dit que l'arrivée de M. Thiam, c'est la victoire des Camerounais sur les Métis. Et tout le monde sait que M. Gikawe est le leader des Métis. Donc, la suite des événements, vraiment, pour moi, n'est pas surprenante. Et il faut dire que le vieux parti est dans la tourmente. Bien. Voilà. Michel Betta, est-ce que vous voyez à travers cette démission un mal profond au sein du PDCI-RDA de Tidjane Thiam? Bon, ça ne me surprend pas que c'est le RDP qui voit un mal profond parce que, faut le dire... Mais pourquoi voiler ce mal? Non, quel mal? Si tout va bien, pourquoi il démissionne? Quand on lit le communiqué... Il a dit qu'il démissionne de son poste de vice-président, qu'il reste toujours militant. Bien. Ce qui n'a pas été le cas au RDP. Parce que le RDP, quand Soro est parti, il est parti totalement. Mais il y a des pratiques qu'il n'aime pas. Non, il a dit qu'il démissionne. Mais il faut questionner la gestion de Tidjane Thiam. La gestion de Tidjane Thiam, c'est une gestion de transition. On voit qu'il a opté pour un dynamisme un peu plus offensif, hein, qui rompt avec ce qu'on avait observé au PDCI par le passé. Il a préféré plus la technocratie. Donc, d'autres peuvent ne pas s'accommoder de cette gestion-là. Encore que, quand tu es un président et qu'il a un vice-président, c'est lui qui décide de le consulter à un moment donné ou pas. Donc, je dis que c'est du pouvoir discrétionnaire du président de consulter tel conseiller ou pas, ou tel autre conseiller. Donc, là n'est même pas le problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on interroge la gestion du président Tidjane Thiam, on voit que c'est un PDCI plus conquérant parce que la question essentielle au PDCI, et tous les militants l'ont démontré depuis l'arrivée de Tidjane Thiam, c'est la conquête du pouvoir en 2025. Et cette conquête ne peut plus s'accommoder de certaines pratiques. Il faut aller droit au but. Et il va droit au but. À preuve, quand on lui a apporté le procès de Valérie Yapo, des 2 procès, il a eu l'intelligence politique de les vider de leur contenu, au point que le premier procès qu'elle lui a intenté a été vidé de son objet. Elle a dû faire une alchimie encore pour avoir un autre procès. Le second procès qu'elle lui a intenté a été encore vidé. Le juge a reporté au 22 sa décision. Donc, c'est vous dire que Tidjane Thiam a montré une gestion autre au PDCI. Et il est vrai que d'aucuns pourront ne pas s'accommoder, mais les militants le comprennent mieux et ils veulent s'engager. Mais je respecte, pour tout dire, je respecte la décision du vice-président, du président Gikawe, pour lequel tout militant du PDCI a beaucoup de respect pour son engagement, pour son dynamisme, mais à un moment donné, il faut accepter la transition, et je pense que c'est cette transition qui est en train de se faire en douceur, sans rupture, et avec un certain tact, une certaine stratégie. Peut-être que d'aucuns ne la comprennent pas maintenant, mais je pense qu'à la victoire de 2025, ils la comprendront bien. Lansina Moko, malgré les stratégies, sinon la stratégie, Gikawe démissionne de son poste auprès de Tidjane Thiam. Quel commentaire vous faites? Il faut quand même d'abord retenir que Gikawe n'est pas n'importe quel militant au PDCI. N'oublions pas qu'il a été parmi le groupe des médecins du président de la République, du père fondateur Houphouët-Boigny. Il a été un grand compagnon de Bédié. Donc Gikawe était même le symbole, c'était un symbole au PDCI. Son départ nous indique de façon très claire un vrai problème de fonctionnement du PDCI de Thiam. Parce qu'il y a eu le PDCI du Houphouët-Boigny, il y a eu celui de Bédié et il y a maintenant le PDCI de Thiam. Gikawe, à mon sens, il est honnête. Il n'est pas hypocrite.
contrairement à certains dans la maison, lui, il prend la décision de partir. Ne soyons pas étonnés dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, d'autres défections, parce que certainement Gikawe a jeté le pavé dans la mare, parce que certainement le mal, il est plus profond. Mais c'est lui qui a eu le courage de dire ce qu'il ressent, et certainement qu'entre eux, anciens, ils ont l'habitude de se parler, et ils ont compris que le PDCI que Foué a laissé à Bédié n'est plus ce PDCI-là. Bien, merci Lansina Karamoko. Gaël Lacroix, est-ce que vous voyez une fracture à travers cette démission de Maurice Kakou Gikawe? Une fracture au sein du PDCI RDA? Dire que je vois une fracture serait un peu fort en termes d'expression, mais il ne faut pas oublier, je le dis pour mes co-débatteurs, pour les autres consultants, Kokora y compris, il ne faut pas oublier d'où le PDCI vient. La disparition du président Bédié a été brusque. Il n'a pas été malade longtemps pour que ce parti-là se prépare à sa succession. La plupart des partis politiques en Côte d'Ivoire, je vais citer les trois plus grands, le PDCI, le PPACI aujourd'hui et puis le RHTP, sont des partis politiques qui ont à leur tête des pères fondateurs, des présidents qui sont là presque à vie. Donc quand un patriarche comme le président Bédié meurt de façon tragique, au départ, si vous vous souvenez des analyses, on s'attendait sûrement peut-être à une implosion. Ça pourrait arriver. Mais le PDCI a pu le gérer. Et Thiam, quelles que soient les interprétations, je pense qu'il a été élu de façon régulière et à la loyale. Mais il est en face de certaines difficultés. Il faut aussi reconnaître que la machine n'est pas forcément bien huilée parce qu'il y a une certaine transition qui est en train de se faire. Des personnalités que je respecte très bien et que je salue, dont le vice-président qu'on appelait à l'époque le capitaine Courage Gikawe, ce n'est pas n'importe qui dans le système. Je pense que la nouvelle équipe qui est venue n'a pas su bien gérer certaines individualités, certaines personnes. Moi, j'en connais d'autres, je n'ai pas cité les noms, mais qui sont là aujourd'hui, qui, on peut se dire, sont un peu mis à l'écart, mais pour l'instant ne savent pas trop sur quel pied danser. Le vice-président Gikawe, il a fait vraiment preuve de grandeur. Moi, honnêtement, quand j'ai vu sa nomination en tant que conseiller spécial, pour moi, ce n'était pas un truc à prendre pour lui. Il méritait mieux que cela. Mais si il s'en trouve, il a donné ses raisons, il n'a pas provoqué de crise, il s'est retiré tranquillement. Je ne suis pas sûr qu'après son départ, il emmène d'autres militants à le suivre. Le PDCI, c'est un parti de dialogue. Ils trouveront forcément la solution. Merci. Et dans tout parti politique en général, souvent ce genre de choses, ça existe. C'est le jeu seulement que nous on met ça sur la table. Est-ce que pour vous, cette démission révèle une crise de gouvernance interne au parti? Mais le communiqué, il est clair, il est suffisamment clair. Il a dit, d'abord, les méthodes de gouvernance ne peuvent pas aller avec sa vision des choses. Et il a cité un exemple. Lui, sa vision. Non, la vision même, il a dit. Pas forcément il dit l'enseignement, écoutez, l'enseignement reçu au PDCI RDA. Ça veut dire qu'il parle du PDCI. C'est qu'il a reçu comme héritage en termes donc de valeurs. Et il cite un exemple qui est précis. Il dit, par exemple, le dernier congrès extraordinaire, il n'y a eu ni président donc, du congrès, ni bureau donc, du congrès. Mais c'est totalement contraire à la bonne organisation donc, de tout congrès. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc il cite cela. Il va plus loin. Il faut que les gens lisent le communiqué, il est profond. Il dit, avant les discussions qui ont précédé sa nomination, le président avait promis donc, de mettre l'accent sur la création donc, de la confiance au sein du parti. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a une rupture de confiance entre la direction et certains membres, et non des moindres, des caciques. Aujourd'hui, on ne voit plus les Tiritano. Même les Yassimina One, on les voit de moins en moins. Aujourd'hui, ceux qui sont en vue, ce sont les Diaoufoué, c'est Brendoumi, c'est Emou, et j'allais dire le président du groupe parlementaire Simon, qu'on voit. Mais on ne voit pas les autres. Voyez-vous? Et donc, voilà pourquoi j'ai répété tout à l'heure, il faut comprendre ce que le ministre Bion disait, en disant que ce sont des repères qui sont autour de lui. Sinon, comment comprendre qu'une décision aussi importante, qui est la démission donc, du président, la mise en place d'un autre congrès électif,
se prend sans consulter donc les membres de l'équipe et ses conseillers. Première chose. Deuxième chose, dans quel pays au monde vous avez vu un congrès électif? Ce n'est pas un congrès pour aller modifier des tests. Un congrès électif suppose des dépôts de candidatures et donc une campagne. Parce qu'il fallait convaincre les électeurs, leur dire pourquoi est-ce que vous pensez être capable de diriger le parti. On décide d'un congrès le dimanche nuit. Le lundi, il y a un bureau politique donc, qui est mis en place et on fixe le congrès pour le 14. À supposer que quelqu'un veut être candidat pour le congrès et être élu, il va falloir déposer un dossier. Il doit présenter un certificat de nationalité. Supposons que ce monsieur n'a pas de certificat de nationalité. À quel moment il dépose sa demande de délivrance de certificat de nationalité? À quel moment il réunit les fonds? Ensemble, ça a été précipité. Très précipité. Et pour tout militant comme Dikawe, qui n'est pas un militant lambda, il ne peut pas s'accommoder avec cette méthode de gestion du parti. C'est vraiment de l'amateurisme. Mais merci. moi, ça ne m'étonne pas, je finis rapidement. En 5 parce secondes. que quelle est l'expérience politique même de M. Thiam? C'est ça. On ne peut pas confier un parti comme le PDCRDA à un monsieur qui n'a jamais été militant de base les 25 dernières années. Merci. Et donc, il sort de Crédit Suisse. Michel Betta, il devient le président du parti. Tidjane Thiam, pour vous, n'est pas à la hauteur pour pouvoir diriger un parti comme le PDC-RDA? Est-ce qu'il a le background qu'on demande pour pouvoir diriger un grand parti ivoirien? Moi ça me surprend que c'est... Vous-même vous posez la question. Moi, je pense que les militants du PDC répondent valablement à vos questions. C'est une question des militants et le président. Assez de départ depuis son arrivée. Assez de des départ. interrogations. Oui. Lesquels? Plusieurs cadres sont partis. C'est vrai que Gikawe reste. Plusieurs cadres. Lequel? Dis-moi, lequel des cadres qui est parti? On a plusieurs cadres qu'on a même reçus sur ce plateau. Qui sont partis du PDCI? Parti du PDC-RDA. Mais attends, vous savez que depuis 2018... Jean-Yves Vesso est parti. S'il te plaît, j'en viens. Depuis 2018, vous avez vu la saignée que le PDCI a connue. Même un adjoint au maire de... Non, la saignée que le PDCI a connue depuis 2018, après la rupture du RADP. Est-ce que c'est comparé à ce que Thiam a vécu aujourd'hui? Non. Quand on parle de départ, ce n'est pas maintenant. Le PDCI, au contraire, quand on parle d'adhésion, c'est au PDCI. Parce que le PDCI a recensé le nombre de nouvelles adhésions. Ils ont parlé de plus de 100 000. On a dans le Haut-Sassandra des cadres également qui ont rejoint les RHDP bien avant. Il y a le cadre aussi du RADP qui rejoint le PDCI depuis que Thiam est venu. Beaucoup de départs depuis son arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas un problème managérial? Il y a beaucoup d'arrivées aussi depuis son arrivée. Donc, de deux choses l'une. Donc, pour dire simplement que vraiment, je veux arrêter les amalgames que font certains. On dit un congrès extraordinaire organisé par un président intérimaire qui a convoqué un bureau politique, l'instance de décision en 2 congrès. Mais qui mieux qu'un bureau politique de plus de 500 membres se réunissent pour prendre une décision? Qui mieux que eux peuvent réfléchir pour leur parti? Hein? Mais je ne sais pas, où des gens tirent des amalgames dangereux, ils font des confusions pour dire non, le congrès s'est déroulé en 2 jours. Mais c'est au bureau politique d'en décider. Si le bureau politique a décidé que son congrès se déroule en 24 heures, il va se dérouler. C'est le bureau politique qui décide. Donc, les instances du PDCI se sont réunies. Elles ont décidé de conduire la marche de leur parti. Les militants ont répondu valablement. Vous saluez la méthode managériale de Tidjane Thiam. La méthode managériale de Tidjane Thiam, elle répond à des objectifs précis. À un moment donné, il a senti qu'il y avait un harcèlement judiciaire, une manipulation à outrance de la justice contre le parti. Il a pris des décisions qui vaillent avec. Et ça, c'est de l'intelligence. C'est pas de l'amateurisme. Bien, comme merci. vous pouvez le penser. Merci Michel Voilà. Betta. Et c'est Nous ce qui faisons démontre depuis qu'il est malheureusement arrivé. place au 3e et dernier sujet de cette émission. Éboulement de terrain à Atekoubé. Que retenir de cette tragédie qui a causé aujourd'hui 6 morts et 6 blessés, donc au total une 12aine de victimes dans cet événement malheureux. L'ancien Nakaramoko, ce drame doit-il nous interpeller tous? Ah oui, ça doit nous interpeller. Et justement, on donne raison aujourd'hui au ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Et il a dit, les années précédentes, on a connu trop de morts. Et ça a attristé toute la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, les populations se sont demandé qu'est-ce que le gouvernement fait pour ne plus que ces genres de choses arrivent. Et Bakongo a dit, le ministre-gouverneur, après avoir pris la température de la situation, qu'il faut forcer les gens à partir. Mieux vaut les forcer à partir et réfléchir à leur relogement que de les laisser là, puis les voir mourir. Il a pris ses responsabilités, il a commencé.
Et des personnes sont venues de partout pour dire, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça? Aujourd'hui, on est à 6 morts. C'est déplorable. Mais s'ils n'avaient pas en amont bossé sur la question, peut-être qu'on serait déjà des dizaines de morts parce que les pluies ont commencé de façon très forte et elles vont persévérer. Ça, c'est la Sodexam qui l'a dit. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut s'inquiéter. Il faut peut-être demander à Bakongo de regarder à nouveau et voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que lui, il a le plan directeur d'Abidjan, il sait quelles sont les poches qui sont des poches à risque. Il faut avoir le courage de prendre quelqu'un de force, de gré ou de force, pour l'enlever là où on sait que sa vie est en danger. Ne pas le faire, c'est non-assistance à personne. Bien, Gaël Lakpa, quel enseignement tirez-vous de cet événement aussi malheureux? D'abord, 6 morts, je dis que le bilan, il est lourd. Même un seul mort, le bilan, il est lourd, il faut pouvoir l'apprécier. Mais j'ai déjà félicité l'action qui a été menée. Parce qu'en dehors de faire des guerpilles, vous voyez sur les images, ces quartiers-là, même en général, souvent les gens même habitent dans des ravins, dans des zones vraiment très dangereuses. Mais là où je salue bien que le ministre Bakongo ait voulu faire le travail, il l'a fait à certains niveaux, mais il y a un problème. Et ce problème, on en a parlé plusieurs fois. Il ne s'agit pas de déloger seulement ces personnes-là. Quand on les déloge, je pense bien que notre gouvernement, notre pays a les moyens de pouvoir essayer de reloger ces personnes-là. Ces personnes-là sont là-bas, pas de gaieté de cœur, mais c'est la situation, c'est la misère qui fait qu'elles y sont. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un plan honnête, un plan Marshall, dégager des moyens pour pouvoir vraiment suivre? Parce qu'on se souvient de tout le bruit que ça fait. Le problème qui s'est posé, c'est que quand on faisait déguerpir les gens, d'autres partaient dormir dans des cimetières, sous des ponts, et qui étaient comme ça dans la ville, à la belle étoile. Est-ce que c'est une manière de gouverner? Non. Mais je pense que ça aurait pu être mieux si tout ça avait été bien structuré. Ça ne s'est pas bien passé jusqu'à ce que le président de la République lui-même monte au créneau pour arrêter. Mais quand on arrête, je pense que ça aurait pu reprendre, mais cette fois-ci en corrigeant ce qui n'avait pas marché à l'époque. Et malheureusement, nous sommes dans la saison des pluies. À qui la faute, urbanisation sauvage ou absence de plan à Abidjan? D'abord, je voudrais m'incliner face à la mort tragique de ces personnes-là et présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles qui sont endeuillées et à ceux qui, aujourd'hui, ont certains portent le traumatisme à jamais de ces drames, je dis, cautionnés par le pouvoir. Parce que vous savez, je le disais tantôt à quelqu'un, je dis, ce n'est pas la pluie qui tue, c'est le manque de planification. Et quand on n'a pas pu planifier, on estime que quand on a pu planifier un pont de plus de des centaines de milliards en 2 ans, on pouvait planifier pour éviter ce drame-là à nouveau en Côte d'Ivoire. C'est dommage. On a cassé, on a détruit, mais on n'a pas pu prévenir la mort. Donc pour moi, le gouvernement doit emporter l'entière responsabilité du drame que nous vivons aujourd'hui et prendre les mesures correctives qui s'imposent. Et je pense qu'une des mesures correctives qui s'imposent, c'est de faire en sorte que ces familles ne soient pas à la merci de la prochaine pluie. Ça, c'est la première mesure corrective. Parce qu'on ne peut pas assister impuissant à ce genre de drame et venir pleurer quand on a créé les conditions de ces pleurs-là. Aujourd'hui, j'ai vu dans les médias, le ministre du gouverneur ne s'est pas déplacé quand il s'agissait de vouloir constater les drames. Il était là quand il s'agissait de casser. Mais aujourd'hui, quand il s'agissait de pleurer avec les gens, il n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on ne sait pas, peut-être que son calendrier. Bien. Mais ce que je constate aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit faire tout pour remédier à cette tragédie. Nzikokora. Alors, comme les autres, en tout cas, je m'incline sur la mémoire donc, des disparus et j'apporte ma compassion donc, aux blessés, aux familles donc, endeuillées. Alors, je pense qu'il faut sortir des émotions. Il faut sortir des émotions. Il faut un traitement profond donc, de ces quartiers. Et c'est la raison pour laquelle j'apporte mon soutien au gouverneur donc, de la ville du district d'Abidjan, qui avait commencé une opération donc, de déguerpissement des zones qui ont été identifiées pendant longtemps comme des zones à risque. Il faut sortir des émotions aujourd'hui. Quand il pleut, on n'a aucune inquiétude sur le site donc, de Boribana. Et sur plusieurs sites, on n'a plus d'inquiétude. Mais malheureusement, il y a une manipulation dans notre pays. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui préfèrent que nous pleurions les morts
que de voir ces populations partir, même s'il y a des difficultés, mais la vie est au-dessus de tout. Ceux qui sont partis de Boribana, ils sont où aujourd'hui? Mais ils sont casés. Le gouvernement a toujours accompagné tous ceux qui sont déguerpis. Mais je vous donne un exemple. Là où se trouve la mauvaise foi et la manipulation, lorsque les populations de Boribana, dans le cadre de l'opération donc du 4e pont, ont été dédommagées, mais il y a une cité qui a été construite à Songo. Mais ces populations sont allées mettre ces maisons en location. Beaucoup ont refusé de partir sous prétexte de ce que leurs activités se trouvent à proximité donc, de leur lieu d'habitation. Elles ne sont pas parties. Vous comprenez? Donc, il y a une mauvaise foi, il y a de la manipulation. Et ce n'est pas la misère qui amène beaucoup à habiter dans ces endroits. D'ailleurs, vous allez prendre 80% donc, de ces habitations n'appartiennent pas à ceux qui habitent là-bas. Ce sont des gens qui généralement sont dédommagés, ils prennent donc des pécules, et puis ils continuent de mettre la population donc, dans ces endroits. Il faut que le gouvernement décide pour une fois donc, de déguerpir ces personnes. Qu'elles partent, qu'on les accompagne, naturellement, ça a toujours été fait. Le président Ouattara l'a fait à plusieurs reprises, mais il faut sortir de la manipulation. Et nous tous, nous devons déplorer dans ces situations qu'on constate. D'ailleurs, les morts dus donc, aux éboulements et à la pluie, mais c'est depuis Oufo-Boigny jusqu'à l'arrivée d'Alassane Ouattara. Mais il faut mettre fin à ça. Quand il parle de planification, mais je pense que ce gouvernement-là, ça fait 15 ans. Oui. La Côte d'Ivoire a existé, ça fait 51 ans. Non, s'il te plaît. La Côte d'Ivoire a existé 51 ans avant que ce gouvernement n'arrive. Quelle a été la planification et quelles ont été les mesures qui ont prises pour que ces quartiers existent pendant 51 ans? Ça n'a pas de sens. Et le problème est arrivé à un niveau où même si on utilise tout le budget du gouvernement, je ne pense pas qu'on puisse loger toutes ces populations. Il faut prendre des mesures d'accompagnement et ces mesures d'accompagnement vont permettre aux populations de se reloger, mais dans tous les cas de figure, bien, il faut les déguerpir. Merci, Nzekoko. Michel Beta, ensuite, allez-y. Oui, vous savez, on a donné libre cours souvent à la démolition. On a donné libre cours souvent à la destruction des biens. Mais quand il s'agit de reloger ou bien de recaser, on a toujours des raisons de ne pas le faire. Alors que, par le passé, les gens ont été délogés, ont été recasés. C'est ça aussi la responsabilité gouvernementale. Il faut donner à ces délocalisations-là un visage humain. C'est ce qu'on demande. Parce qu'en fait, on ne gagnera rien à détruire des biens, détruire des maisons, sans pouvoir trouver ne serait-ce qu'un moyen de conditionner ces nouvelles personnes que nous voulons enlever dans ces endroits-là. C'est ce que les Ivoiriens ont toujours réclamé. Et c'est ce que les partis politiques ont toujours déploré, que cela se passe sans visage humain. Quelle est pour vous la véritable solution, sinon les véritables solutions pour sauver des milliers d'Ivoiriens qui vivent dans ces zones à risque? Avant de répondre à la véritable solution, on va aller plus rapidement, on n'a pas assez de temps. Tout à l'heure, Kokora disait que ce n'est pas forcément la misère qui fait que ces personnes sont là-bas. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et tout. Je pense qu'il faut respecter souvent la réalité des gens. Peut-être que Kokora ne sait pas qu'il y a des gens qui sont vraiment très pauvres et qui sont obligés d'être dans ces endroits-là. Il faut respecter cela. Maintenant, en termes de solutions, mais il n'y a pas de panacée pour cela. C'est simple. Et je l'ai déjà dit une fois sur ce même plateau. Quand le gouvernement prévoit des déguerpissements, lorsqu'ils font quand ils font les dédommagements, ou bien qu'ils ont reconstruit des sites, mais on a les forces de l'ordre pour encadrer cela. Les personnes concernées, quand elles reçoivent leur dû, on les fait dégager le lieu. Et quitte même à pouvoir encadrer ce lieu-là, de sorte à dire qu'ici, on ne vient plus. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, là où il y a la mauvaise foi, il y a des personnes, effectivement, comme il disait, qui encaissent l'argent ou bien qui ont déjà d'autres sites, mais effectivement, qui mettent ces coins-là en location et puis qui continuent de rester. Donc, c'est dit, en fait, il y a eu un mauvais suivi de cette affaire. C'est là que s'est trouvé le problème. Sinon, ce n'est pas que le déguerpissement, il y a des gens qui s'opposent. Non, mais quand on déguerpit ces personnes-là, il faut prendre les mesures de sorte à ce que quand on sait qu'on a déjà dédommagé les gens ici, on fait le point. Un instant, on va permettre à Lansina Karamboko ensuite vous. Lansina Karamboko, est-ce qu'il faut, selon vous, un plan Marshall pour les quartiers précaires d'Abidjan? Il y en a déjà, mais seulement que ce n'est pas mis en œuvre, c'est tout. Sinon, il y a un plan, le gouvernement a annoncé ça depuis 2020, qu'il y a un plan de réhabilitation des quartiers précaires. Ils ont
annoncé même que l'argent avait été débloqué par la Banque mondiale et ne l'accorde pas de l'État. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Lansina Karamoko. Vous avez répondu à ma question alors que la personne m'avait posé. C'était la réponse de Michel Pétain. Maintenant, Lansina Karamoko. Moi, je dis que la vie est sacrée. C'est ça. La vie est sacrée et ne pas assister quelqu'un qui se met lui-même en danger de façon volontaire, c'est non-assistance en personne en danger. Quand on voit quelqu'un qui veut se suicider, il faut éviter qu'il se suicide. Si tu l'encourages à se suicider, tu es coupable également de l'acte qu'il aura posé. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la Cour a dit quelque chose qui est vrai. Il y a eu des déguerpissements antérieurs, mais on n'a rien fait pour sécuriser ces hommes. Mais avec le ministre-gouverneur, nous tous on voit que lorsque des gens partent, les aménagements sont faits de sorte que ces personnes ne peuvent plus revenir. On a vu ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait à Boribana, à la place des personnes qui sont parties. On a vu ce qui s'est passé au Banco, à la place des personnes qui... Il y a une nouvelle vie qui se reconstitue là-bas, mais toujours est-il que, au final, il faut faire en sorte que ceux qui ne doivent pas être là où ils sont, parce que leur vie est en danger, la vie de leur famille et de leurs enfants est également en danger, il faut les enlever de gré ou de force. Et de force même. De force, il faut les enlever. C'est la solution. Et puis maintenant, voir comment les reloger de toutes les façons. Un site a été trouvé à Anyama. Et ce site-là peut accueillir, je ne sais pas, 200 000, 300 000 personnes. Des maisons aujourd'hui sont en train d'être construites. Et vraiment, l'énergie solaire, etc. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que ça soit vraiment un site qui pourra accueillir tout le monde. Mais déjà, entre-temps, il faut que le ministre-gouverneur reprenne sans émotion ce qu'il avait commencé pour vraiment sécuriser ces populations déjà. Alors, rapidement, je voulais dire, moi, j'ai beaucoup de respect pour les populations. Mais j'ai dit, face à la mort, il n'y a aucun justificatif. Parce que la misère ne peut pas conduire quelqu'un à se suicider. Parce que pour moi, habiter dans ces coins dans lesquels on sait déjà que le danger il est réel à chaque pluie. Aujourd'hui, on ne va plus rattraper ces enfants ou ces messieurs qui sont morts. Voilà. Donc, la misère n'est pas un justificatif. Moi, j'ai dit, ensemble, on doit décourager les populations qui, de façon volontaire, décident d'aller habiter dans des lieux à risque, hautement à risque, où elles sont conscientes qu'à chaque avènement donc, de la saison des pluies, il y a un danger réel. Donc, il faut leur dire que la misère n'est pas un justificatif pour aller habiter dans des zones en mettant ses enfants en danger. Merci. Je termine rapidement. Merci. Il ne faut pas encourager les populations. Personne ne les encourage. Non, mais votre manière de faire... Personne ne les encourage. C'est vous qui avez dit ça. Comme vous avez parlé tout à l'heure, on a vu au départ. On n'a pas comment vous avez dit. Laissez-moi terminer. On n'a pas entendu que la misère... Non, on ne peut pas laisser la misère. Voilà, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi malheureusement, je finis. Mais laissez qu'il termine avec la parole. Laissez-moi terminer. Voilà, sinon le débat, ça devient du bruit. Alors, donc, j'ai dit, la misère n'est pas une raison d'aller mettre sa vie et la vie de sa famille en danger. Et je répète, les zones où les gens ont été déguerpis, est-ce que ces personnes sont mortes? Non. Est-ce que la misère les a tués? Et ces personnes qui se sont retrouvées... Merci à vous. Merci. Non, Gaël Akpano, vous n'avez pas la parole. Tu n'as pas la parole à commencer. Merci, Zikopora. C'est malheureusement l'heure du carton rouge. C'est pas intéressant, voilà. Voilà, nous sommes dans le carton rouge et le premier carton de cette émission avec Lansina Karamoko. Et mon carton rouge va justement être adressé à tous ces Ivoiriens qui politisent ce qui ne doit pas être politisé. Voyez-vous, un travail sérieux avait été commencé, n'est-ce pas, avec le ministre-gouverneur, pour faire en sorte que pour les saisons de pluie à venir, qu'il y ait 0 mort. On a politisé, on l'a critiqué, on l'a vilipendé, on a même vilipendé le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, à peine la saison de pluie commence, il y a déjà 6 morts. Il faut que les Ivoiriens, à un moment donné, comprennent qu'on ne met pas la politique dans tout. Il faut quand même regarder ces personnes qui décèdent. À Anyama, une année, il y a eu un éboulement, il y a eu 11 morts. Et la municipalité qui était là en son temps a pris ses responsabilités et ils ont rasé le quartier complètement. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des morts. C'est la même chose que le ministre-gouverneur doit faire. Et prochainement, il faut le laisser travailler. Bien, Gaël Lakba, carton rouge.
Mon carton rouge de ce jour va s'adresser aux opérateurs mobiles et Internet, à savoir Orange, MTN et Move. Je me permets de les citer parce qu'ils ne sont que 3, il n'y a pas de concurrents après eux. En ces temps de pluie, vous pourrez constater qu'il y en a tout le temps des problèmes de réseau dans la communication, Internet, fibre, même la fibre optique qu'on nous a vendue ici comme étant le produit qui pourrait sursoir à tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, il suffit que le ciel soit un peu couvert, qu'il pleuve un peu. On a vraiment une très mauvaise qualité de service et je voudrais brandir mon carton rouge à ces sociétés-là pour que ça s'améliore. Bien, on dit Kokora, carton rouge. Alors, mon carton rouge va à l'endroit de tous ces manipulateurs qui utilisent donc le malheur des populations pour faire de la politique. Je m'explique. Vous avez vu, lorsque GESCO a été détruit, les populations déguerpies, on a vu des hommes politiques défiler donc sous les gravats pour aller faire des selfies. Parce que tout simplement, il fallait manipuler cette situation à son propre profit. Mais aujourd'hui, nous avons 6 morts à Mosikro. On n'a vu aucun opposant là-bas. Donc pour moi, ce sont des manipulateurs et c'est eux qui encouragent les populations à rester sur ces sites. Parce qu'elles savent que chaque fois qu'il y aura un déguerpissement, elles auront du soutien et il y aura de la manipulation politique. Donc mon carton rouge va à l'endroit de ces gens qui utilisent le malheur des populations pour faire la politique. J'aurais voulu voir ces hommes politiques qui sont allés à GESCO et à Boribana être aujourd'hui à Mosikro pour pleurer avec les populations. Bien. Et je crois que les populations doivent en prendre conscience et ne pas suivre ces hommes politiques, ces manipulateurs. Michel Beta, carton rouge. Mon carton rouge s'adresse aux autorités qui ont manqué de planification au point qu'aujourd'hui on en est à 6 morts. Je me demande demain à combien de morts serons-nous pendant que eux-mêmes, ils n'ont même pas daigné venir pleurer avec ces populations-là. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, le ministre-gouverneur ne s'est pas déplacé quand il s'agissait de pleurer, mais il était sur le terrain quand il s'agissait de détruire. Donc, c'est vraiment, je vais leur demander de vraiment mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse arrêter ces drames-là dans ce pays-là. Bien, merci Michel Beta. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 2. En effet, l'ex-premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi a été désigné président du 2e congrès ordinaire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, prévu à Abidjan les 21 et 22 juin prochains. Commentaire, Michel Beta. Oui, bon, le président Ouattara avait dit qu'il a une dizaine de cadres prêts à lui succéder. Une demi-douzaine. Une demi-douzaine de cadres prêts à lui succéder. Même si vous augmentez. Voilà. Donc, c'est vous dire que nous espérons que la nomination du Premier ministre Patrick Achi augure d'un changement notable au sein de ce parti-là pour les batailles présidentielles futures. Donc, pour nous, on ne peut qu'encourager ça, que la tendance et le changement d'autorité au point de ce parti-là puisse se faire dans la douceur. Bien, Lansina Karamoko. Oui, c'est une organisation interne. Nommer quelqu'un président du Congrès ne veut pas dire qu'on va chambouler toute l'organisation du parti et même l'organisation de l'État. Et la nomination de l'ex-premier ministre Patrick Achi est le signe qu'il y a au sein du parti une cohésion. Et lorsqu'il n'avait plus été Premier ministre, on a entendu les gens dire non, ça ne va pas, il y a un malaise, etc. Mais aujourd'hui, le nommer d'abord conseiller spécial du président de la République, ministre conseiller spécial du président de la République, ensuite président du Congrès, ça montre de façon très claire que le RHDP est soudé plus que jamais pour aller de l'avant. Bien, Gaël Lakpa. Le choix du président de la République, le président du RHDP, de désigner le ministre Patrick Achi, moi, ça ne me surprend pas. Le Premier ministre Patrick Achi, moi, ça ne me surprend pas du tout parce qu'on sait un peu les preuves que ce monsieur a apporté. C'est un grand technocrate, c'est quelqu'un qui réussit partout où on le met. Et vous pourrez remarquer que ces derniers temps, le président Alassane Ouattara le désigne beaucoup. Conseiller spécial, maintenant président du 2e congrès, ça augure forcément quelque chose qui amène à réfléchir. Pour nous autres analystes, est-ce que stratégiquement, le président Ouattara n'est pas en train de le préparer, soit peut-être en tant que vice-président de la Côte d'Ivoire à venir, ou bien peut-être même candidat du RHDP à la présidentielle? C'est des choses, c'est des pistes de réflexion. Alors, pour moi, ce n'est pas une surprise. On sait, quand on connaît le management donc, du président Alassane Ouattara, en choisissant le Premier ministre Achi Patrick, pour moi, c'est un bon signal.
Haché Patrick, comme il a dit, c'est un technocrate, donc qui vient de finir une année à Harvard. Je crois qu'il est le conseiller extérieur de la Banque mondiale et du FMI, donc c'est un haut cadre de notre pays, dont nous, en tant que RHDP, nous sommes fiers, et ça démontre que le président Ouattara n'a jamais s'est jamais débarrassé donc, de ces cadres. Parce que, comme Karamoko l'a dit, lorsqu'il est sorti de son poste de Premier ministre, on a entendu tous les commentaires. Mais aujourd'hui, il revient, en tout cas, comme il a dit, au centre donc, de tout ce qui se fait au RHDP. Donc, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Nous lui souhaitons bon vent. Et vous voyez que le RHDP, à son congrès, a un président. Ce que le PDCI n'a pas réussi à faire. Il a fait un congrès sans président et sans bureau. C'était un congrès extraordinaire. Merci Michel Teta, merci Nosina Karamoko, Gaël Akpa et Bernard Nzi Kokora. Chers téléspectateurs, voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvions dire sans détour de cette Côte d'Ivoire qui s'interroge, vacille parfois, mais continue d'espérer. Du tumulte politique aux drames humains chaque jour nous rappelle que le débat est une nécessité dans notre pays. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis et comme toujours, restons vigilants en cette saison des pluies, lucides mais profondément citoyens. À demain, 19h50 pour un autre numéro d'Entre deux News sur Reflet TV. Portez-vous bien. Bonsoir.